Ma mère m'a abandonné à 16 ans chez mon grand-père pour être folle à cause de mes problèmes médicaux. Des années plus tard, elle est venue supplier. S'il te plaît. Sauve ton frère. J'ai souri. Cette folle ne comprend pas de quoi tu parles. Je m'appelle Maya Whittaker. J'ai 25 ans maintenant. Mais quand j'avais 16 ans, ma mère a mis mes vêtements dans 2 sacs poubelles, m'a emmené loin de notre vie tranquille de banlieue près de Cleveland, Ohio, et m'a laissé sur le porche de mon grand-père comme si j'étais un problème qu'elle avait enfin résolu. Elle n'a pas dit que j'avais besoin d'aide. Elle n'a pas dit qu'elle avait peur. Elle n'a même pas dit au revoir comme une mère devrait le faire. Elle lui a dit qu'elle en avait fini d'élever une fille folle, puis est remontée dans sa voiture et est partie pendant que je restais là à pleurer, toute ma vie posée à mes pieds. Le plus étrange, c'est que j'avais vraiment des problèmes médicaux. J'avais été diagnostiqué bipolaire à l'âge de 9 ans et atteinte d'un TDAH sévère à 11 ans. Mais dans ma maison, ces mots n'ont jamais signifié traitement, patience ou compréhension. Ils sont devenus des armes. Chaque épisode maniaque était appelé une honte. Chaque épisode dépressif était appelé de la paresse. Chaque fois que j'avais des difficultés, ma mère agissait comme si j'avais choisi de lui rendre la vie plus difficile. Et tandis que mon frère était traité comme l'enfant en or qui ne pouvait rien faire de mal, j'étais la fille dont tout le monde chuchotait. Celle qui rendait les dîners de famille tendus. Celle qui gâchait les photos. Celle dont ma mère disait qu'elle rendait toute la maison folle. Pendant des années, je l'ai cru. Puis, près d'une décennie plus tard, après avoir reconstruit ma vie, après que l'homme à qui elle m'avait abandonné soit devenu le seul vrai parent que j'ai jamais eu, elle s'est présentée à ma porte, me suppliant de sauver le fils qu'elle avait toujours choisi à ma place. Et quand elle a dit, « S'il te plaît, sauve ton frère », j'ai souri et je lui ai dit, « Cette folle ne comprend pas de quoi tu parles. » J'ai grandi dans une banlieue propre et calme de Cleveland, Ohio. Le genre d'endroit où chaque maison avait une pelouse tondue, chaque allée un panier de basket, et chaque famille essayait d'avoir l'air parfaite depuis le trottoir. Ma mère, Denise Whittaker, se souciait plus de cette vue depuis le trottoir que de tout ce qui se passait à l'intérieur de notre maison. Elle voulait que les voisins voient une famille souriante aux fêtes de quartier, des pulls assortis sur les photos de Noël, et un fils en maillot de football debout fièrement à ses côtés. Ce qu'elle ne voulait pas, c'était une fille dont le cerveau ne fonctionnait pas comme elle s'y attendait. Quand j'avais 9 ans, un médecin a dit à mes parents que j'avais un trouble bipolaire. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait à l'époque. Je savais seulement que parfois mes pensées allaient si vite que je ne pouvais pas dormir, ne pouvais pas arrêter de parler, ne pouvais pas arrêter de faire des projets qui semblaient brillants à 2 heures du matin. D'autres fois, je sentais que mon corps était rempli de ciment mouillé, et sortir du lit me semblait essayer de soulever une voiture à main nue. Quand j'avais 11 ans, un autre médecin a ajouté le TDAH sévère à la liste, ce qui expliquait pourquoi l'école me semblait être assise dans une pièce pleine de radios, toutes diffusant des stations différentes en même temps. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de patience. J'avais besoin d'une mère qui s'assierait avec les médecins, poserait des questions, apprendrait mes schémas et m'aiderait à me comprendre. Au lieu de cela, ma mère traitait les mots sur ses documents médicaux comme une tache sur sa réputation. Elle ne disait pas trouble bipolaire. Elle disait problème d'humeur. Elle ne disait pas TDAH. Elle disait paresseuse et dramatique. Et quand les choses devenaient difficiles, elle utilisait un mot plus que tout autre. Folle. Si je parlais trop vite, j'étais folle. Si je pleurais trop fort, j'étais folle. Si j'oubliais mes devoirs, perdais mon téléphone, interrompais le dîner, m'emportais contre quelqu'un, dormais tout l'après-midi, ou m'enthousiasmais pour un projet et couvrais la table de la salle à manger de croquis et de feutres. J'étais folle. Mon frère Brandon avait 3 ans de plus que moi et était tout ce que ma mère voulait chez un enfant. Il était grand, charmant, athlétique, poli avec les adultes, et bon pour dire la bonne chose au bon moment. Au lycée, il était une star du football. Et ma mère agissait comme si son numéro de maillot était une réussite familiale. Elle postait chaque touchdown sur Facebook. Elle mettait des coupures de journaux sur le réfrigérateur. Elle l'emmenait à l'entraînement, lui achetait de nouveaux crampons, et s'assurait que tout le monde à l'église savait qu'il était observé par des recruteurs. Quand j'avais besoin de thérapie, elle disait que c'était trop cher. Quand Brandon avait besoin d'un entraîneur privé, elle trouvait l'argent avant vendredi. Mon père, Marc, n'était pas cruel de la manière bruyante de ma mère, mais il était faible de la manière silencieuse qui fait parfois tout autant de mal.
Il baissait les yeux quand elle me traitait de folle. Il soupirait quand je demandais de l'aide. Il disait, « Maya, essaie de ne pas contrarier ta mère », comme si mes symptômes étaient quelque chose que je lui faisais exprès. Les réunions de famille étaient le pire. Ma mère parlait de Brandon comme s'il était déjà en route pour la NFL, puis me jetait un coup d'œil et disait des choses comme « Maya a été un peu difficile dernièrement ». Ou « Vous savez comment elle est ». Tout le monde riait maladroitement. Et je restais assise là, les mains sous la table, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes parce que je savais que si je réagissais, je lui donnerais raison. Elle avait une façon de transformer chaque difficulté que j'avais en preuve contre moi. Si j'étais silencieuse, j'étais impolie. Si je prenais la parole, j'étais instable. Si je réussissais bien à l'école, elle disait que les professeurs étaient généreux parce qu'ils avaient pitié de moi. Si j'échouais, elle disait que je faisais perdre leur temps à tout le monde. Plus je grandissais, plus je devenais en colère. Mais sous la colère se cachait quelque chose de beaucoup plus douloureux. Je voulais qu'elle m'aime. Je voulais qu'elle me regarde juste une fois comme elle regardait Brandon après un match, comme si je l'avais rendu fier simplement d'exister. Au lieu de cela, je suis devenu l'enfant à problème, l'avertissement chuchoté, la fille que les gens traitaient comme un nuage d'orage entrant dans la pièce. À l'âge de 15 ans, j'avais commencé à croire l'histoire qu'elle racontait sur moi. Peut-être que j'étais vraiment trop. Peut-être que je gâchais vraiment tout. Peut-être que la seule façon de survivre dans cette maison était d'arrêter d'attendre que quiconque me comprenne. La nuit où tout a explosé était celle de mon bal de la rentrée en seconde. Je m'en souviens clairement car j'avais passé des semaines à me convaincre que si je pouvais juste passer une soirée normale au lycée, peut-être que je pourrais prouver que je n'étais pas le désastre que ma mère pensait que j'étais. J'ai acheté une simple robe bleue avec de l'argent que j'avais économisé en faisant du babysitting chez des voisins. Je me suis lissé les cheveux dans la salle de bain pendant que ma mère restait dans le couloir et me rappelait de ne pas embarrasser la famille. Elle n'a pas demandé si j'étais nerveuse. Elle n'a pas demandé si j'avais dormi. Elle n'a pas remarqué que depuis presque 4 nuits, je n'avais presque pas dormi du tout. Mon esprit s'était emballé, sautant d'une idée à l'autre, bourdonnant si fort que j'entendais à peine mes propres pensées. Je me sentais électrique et fragile à la fois, comme un seul mot de travers pouvait me briser. Rétrospectivement, je sais que je glissais dans un épisode maniaque, mais à l'époque, personne dans ma maison ne se souciait suffisamment pour m'aider à voir les signes. Ma mère ne se souciait que du fait que Brandon avait un match le lendemain matin et que rien de ce que je faisais ne devait le distraire. Avant que je parte, elle a dit « Sois juste normal pour une nuit, Maya ». Cette phrase m'a suivi dans le gymnase de l'école comme une malédiction. La musique était trop forte. Les lumières clignotaient. Les gens riaient, criaient, prenaient des photos, tournaient en robe et chemise boutonnée. Pendant un moment, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. J'ai souri quand les gens me souriaient. Je me suis tenu près d'un groupe de filles de ma classe d'anglais et j'ai fait semblant de ne pas être submergé par chaque son dans la pièce. Puis un garçon de ma classe d'histoire m'a regardé et a chuchoté quelque chose à son ami. Je n'ai attrapé que quelques mots, mais c'était suffisant. Folle. Peut-être qu'ils l'avaient entendu de leurs parents. Peut-être qu'ils l'avaient entendu des amis de Brandon. Peut-être que ma mère l'avait dit tant de fois que toute la banlieue avait appris à le répéter. Ma poitrine s'est serrée. Mon visage est devenu brûlant. Je me suis dit de m'éloigner, mais mes pensées allaient trop vite et la pièce semblait rétrécir autour de moi. Quelqu'un a ri. Quelqu'un d'autre a dit mon nom. Un professeur a demandé si j'allais bien et au lieu de répondre, je me suis emporté. J'ai crié au garçon d'arrêter de parler de moi. J'ai heurté une table couverte de décorations et un centre de table en verre est tombé au sol. Une bannière s'est détachée quand je l'ai saisie pour me stabiliser. Les gens ont reculé. Un professeur a essayé de me calmer, mais chaque voix sonnait comme une accusation. Je pleurais et criais en même temps, non pas parce que je voulais effrayer quelqu'un, mais parce que je me sentais piégé dans mon propre corps. L'officier de liaison scolaire est entré, puis le principal. Puis quelqu'un a appelé ma mère. Je me souviens d'être resté dehors devant le gymnase sous ces lumières vives du couloir, tremblant si fort que mes genoux me faisaient mal pendant que les élèves jetaient des coups d'œil à travers les portes comme si j'étais une scène de film. Quand ma mère est arrivée, elle ne s'est pas précipitée vers moi. Elle n'a pas demandé à l'officier si j'étais en sécurité. Elle a regardé les décorations cassées, le personnel inquiet, les élèves qui la fixaient, et son visage s'est tordu d'humiliation.
Puis elle a dit les mots assez forts pour que tout le monde les entende. Elle est folle. Je ne peux plus faire ça. J'ai arrêté de pleurer pendant une seconde parce que quelque chose en moi s'est complètement immobilisé. C'était une chose d'entendre ce mot à la maison. C'en était une autre d'entendre ma mère le jeter à travers un couloir d'école comme si elle voulait qu'il colle à ma peau pour toujours. Le trajet en voiture jusqu'à la maison a été silencieux jusqu'à ce que nous nous garions dans l'allée. Puis elle a explosé. Elle a dit que j'avais ruiné sa réputation. Elle a dit que Brandon en entendrait parler à l'école. Elle a dit que tous les parents de la ville sauraient qu'elle avait une fille qui ne savait pas se comporter. J'ai essayé d'expliquer que je n'avais pas dormi, que je me sentais hors de contrôle, que je ne voulais pas faire de scène, mais elle m'a coupé et a dit « Je regrette de t'avoir eu. Tu n'as été qu'un fardeau pour cette famille. » Mon père est resté dans la cuisine et n'a rien dit. Brandon est descendu à mi-chemin des escaliers, a vu mon visage, puis est remonté comme si rien de tout cela n'avait quoi que ce soit à voir avec lui. Ma mère a pris mon téléphone, mon ordinateur portable, et même le petit carnet de croquis que je transportais partout. Elle m'a dit que j'étais puni jusqu'à ce qu'elle décide quoi faire de moi. Pendant 2 jours, je suis resté dans ma chambre sauf pour les pauses toilettes. Elle m'apportait de la nourriture à l'étage et la laissait devant ma porte comme si elle nourrissait quelque chose de dangereux. Je l'ai entendu au téléphone dire à des proches que j'étais devenu complètement incontrôlable. Je l'ai entendu dire à mon père que j'allais détruire l'avenir de Brandon s'il ne m'éloignait pas de la famille. Personne n'est venu s'asseoir à mes côtés. Personne n'a dit « Maya, c'était effrayant, mais nous allons t'aider. » La deuxième nuit, je me suis allongé sur le sol à côté de mon lit et j'ai regardé le plafond, me demandant comment une fille pouvait vivre dans une maison pleine de monde et se sentir quand même complètement abandonnée. Le lendemain matin, ma mère a ouvert la porte et a jeté une valise sur mon lit. « Fais tes affaires », a-t-elle dit. « Tu pars. » J'ai pensé qu'elle voulait dire que j'étais envoyé à l'hôpital ou peut-être dans un programme strict qu'elle avait trouvé en ligne après un appel téléphonique en colère. Une partie de moi était terrifiée, mais une autre partie de moi espérait presque qu'il y aurait des médecins là-bas, des gens qui me regarderaient et verraient autre chose qu'une mauvaise fille. Au lieu de cela, ma mère est restée dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, et m'a dit de faire mes valises pour plus de quelques jours. Elle ne m'a pas aidé à plier quoi que ce soit. Elle n'a pas adouci son regard quand elle a vu mes mains trembler. Elle m'a juste regardé fourrer des jeans, des chemises, des chaussettes et quelques affaires personnelles dans une valise et 2 sacs poubelles noirs. Quand j'ai tendu la main vers mon carnet de croquis, elle a dit « Tu n'en auras pas besoin ». Je l'ai quand même pris quand elle s'est retournée. C'était la seule chose dans cette pièce qui me semblait appartenir. Mon père était dans la cuisine en train de boire du café quand je suis descendu. Il avait l'air fatigué, mais pas surpris. Cela a fait presque plus mal que la colère de ma mère. Cela signifiait qu'ils en avaient discuté sans moi. Cela signifiait que tout le monde savait que j'étais chassé de ma propre maison sauf moi. Brandon n'est même pas descendu. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer, et ce fut son au revoir. Ma mère a chargé mes affaires dans le coffre, m'a dit de monter en voiture et a commencé à rouler vers le sud. Pendant les 20 premières minutes, j'ai continué à demander où nous allions. Elle m'a ignoré. Puis j'ai vu des panneaux pour Columbus et mon estomac s'est noué. Mon grand-père y vivait, le père de mon père, un veuf tranquille nommé Ellis Whittaker. Je l'aimais, mais je ne le connaissais pas assez bien pour comprendre pourquoi nous allions chez lui avec toutes mes affaires. Le trajet de Cleveland à Columbus a semblé interminable. L'autoroute défilait devant ma fenêtre, grise et plate sous le ciel de l'Ohio. Ma mère gardait les 2 mains sur le volant et n'a pas dit un mot jusqu'à ce que nous nous garions dans la rue de mon grand-père. Sa maison était petite et vieille avec un porche étroit, une allée fissurée et une boîte aux lettres légèrement inclinée. Elle avait l'air paisible, mais j'avais l'impression d'arriver dans un endroit où quelqu'un d'autre avait déjà décidé de mon avenir. Grand-père a ouvert la porte avant même que nous n'atteignions le porche. Il a eu l'air confus en voyant la valise. Puis il a vu mon visage. Ma mère ne l'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas expliqué gentiment. Elle a traîné ma valise sur les marches, a laissé tomber les sacs poubelles à côté, et a dit « Elle est hors de contrôle. Je ne peux plus élever une fille folle. » Grand-père l'a regardée comme si elle l'avait giflé. J'ai commencé à pleurer avant de pouvoir me retenir. J'ai supplié ma mère de ne pas me laisser là. Je lui ai dit que je ferais mieux. Je lui ai dit que je m'excuserais auprès de l'école, de Brandon, de tout le monde.
J'ai promis que je serais calme, normal, invisible, tout ce qu'elle voulait. Elle m'a regardé avec une sorte d'épuisement froid que je vois encore dans mes cauchemars. Tu voulais de l'attention, a-t-elle dit. Maintenant tu l'as. Puis elle s'est retournée et est retournée à la voiture. J'ai couru après elle jusqu'à l'allée, mais grand-père m'a attrapé le bras doucement, non pas pour me retenir comme une prisonnière, mais pour m'empêcher de m'effondrer dans la rue. Ma mère est montée, a fermé la porte et est partie sans regarder dans le rétroviseur. Pendant une minute, tout ce que j'ai pu faire fut de rester là. Toute mon enfance tenait dans une valise et 2 sacs poubelles. Ma mère ne m'avait pas seulement déposé. Elle m'avait renvoyé comme un article défectueux. Grand-père n'a pas parlé tout de suite. Il m'a laissé pleurer jusqu'à ce que je n'ai plus de souffle. Puis il a ramassé un sac poubelle, l'a transporté à l'intérieur, est revenu pour le second, et a finalement pris ma valise. Quand j'ai murmuré que j'étais désolé, il a posé la valise dans le couloir et s'est tourné vers moi, les larmes aux yeux. On ne s'excuse pas d'être laissé pour compte, ma puce, a-t-il dit. Pas dans cette maison. C'était la première fois depuis des années qu'un adulte me parlait comme à une personne au lieu d'un problème. Cette nuit-là, grand-père a fait des sandwichs au fromage grillé et de la soupe à la tomate parce qu'il disait que personne ne devrait prendre de grandes décisions le ventre vide. Il a admis qu'il avait peur. Il avait la soixantaine avancée, était veuf, vivait avec un revenu fixe, et il ne s'était pas attendu à élever une adolescente. Mais ensuite, il m'a dit quelque chose qui a tout changé. Ton père m'a appelé après cet incident à l'école. Il a dit que ta mère voulait que je te prenne parce qu'elle a dit qu'elle en avait fini. Je leur ai dit que j'avais besoin d'y réfléchir. Puis j'ai découvert qu'il t'avait enfermé dans ta chambre pendant 2 jours. Après ça, il n'y avait plus rien à réfléchir. Le lendemain matin, il a commencé à passer des appels. Il a appelé le district scolaire de Columbus. Il a appelé un avocat de la famille pour une tutelle temporaire. Il a appelé l'ancien cabinet de mon médecin pour demander les dossiers. Il a fait plus pour moi en un matin que ma mère en des années. Je me sentais toujours brisé. Je me sentais toujours indésirable. Mais pour la première fois, j'étais dans une maison où quelqu'un regardait mon diagnostic et y voyait une responsabilité d'aider, pas une excuse pour me jeter. Grand-père ne m'a pas magiquement réparé. Et je pense que c'est important. L'amour n'a pas effacé le trouble bipolaire. Une maison chaleureuse n'a pas fait disparaître le TDAH sévère. J'avais toujours des jours difficiles. J'avais toujours des nuits où mes pensées allaient si vite que je devais m'asseoir sur le sol de la cuisine et presser mes paumes contre le carrelage juste pour me rappeler où j'étais. J'avais toujours des matins où la dépression m'enveloppait si étroitement que me brosser les dents me semblait gravir une montagne. Mais la différence, c'est que grand-père n'a jamais traité ces moments comme une preuve que j'étais folle. Il les traitait comme des signes que nous avions besoin d'un plan. Il a trouvé un psychiatre à Columbus qui m'écoutait réellement. Il restait dans la salle d'attente avec un roman de poche à chaque rendez-vous et ne se plaignait jamais du trajet. Il m'a aidé à adopter une routine médicamenteuse et à acheter un de ces piluliers hebdomadaires chez CVS parce qu'il disait que la mémoire ne devrait pas tout porter seule. Il m'a aidé à établir un horaire de sommeil, non pas de manière contrôlante, mais de manière stable. Si je restais éveillé trop tard, il frappait à ma porte et disait « Le cerveau a besoin de repos, ma puce. Le monde sera toujours là demain. » Il a trouvé une thérapeute, Mademoiselle Porter, qui m'a appris des mots que je n'avais jamais entendus chez moi, comme déclencheur, régulation, limite et autocompassion. Au début, je détestais la thérapie parce qu'elle me faisait me sentir exposé. J'avais l'habitude de me défendre. J'avais l'habitude que chaque adulte décide qui j'étais avant que j'ouvre la bouche. Mais Mademoiselle Porter n'a pas bronché quand j'ai dit la vérité. Elle m'a aidé à comprendre que ce qui s'était passé au bal de la rentrée était grave. Mais ce n'était pas toute mon histoire. Elle m'a aidé à voir depuis combien de temps on m'avait appris à détester les parties de moi-même qui avaient besoin de soins. Grand-père a aussi changé mon école. Il a rencontré des conseillers, a expliqué mon diagnostic sans honte et a demandé à quel soutien j'avais droit. Ma mère avait toujours utilisé mes problèmes médicaux comme une raison pour abaisser les attentes. Grand-père les a utilisés comme une raison pour construire un meilleur soutien. Cette différence m'a sauvé. J'ai commencé à rattraper mon retard dans les cours. J'ai appris à utiliser des agendas, des alarmes, des notes codées par couleur et des salles d'études silencieuses. Je perdais encore des devoirs parfois, j'oubliais encore des choses, j'avais encore des effondrements émotionnels.
Mais maintenant, les erreurs n'étaient plus traitées comme des échecs moraux. C'étaient des problèmes à résoudre. Lentement, j'ai cessé d'agir comme une fille qui s'attendait à être de nouveau jetée. Grand-père m'a aussi rendu mon carnet de croquis. Il a remarqué que lorsque je dessinais, je pouvais me concentrer plus longtemps que d'habitude. Il m'a acheté des livres de design d'occasion dans une friperie et un vieil ordinateur portable à un voisin dont le fils avait amélioré le sien. J'ai commencé à faire des affiches pour des clubs scolaires, des invitations d'anniversaire pour les gens de l'église, et de petits logos pour des entreprises imaginaires. Le TDAH sévère rendait certaines parties de la vie plus difficiles, mais le design a donné à mon cerveau rapide un endroit où aller. Il m'a permis de voir des connexions que d'autres personnes manquaient. Il m'a fait me sentir capable. En dernière année de lycée, je n'étais plus la même fille qui était arrivée sur son Porsche avec des sacs poubelles. J'ai obtenu de bonnes notes, pas parfaites, mais les miennes. Grand-père portait un costume trop chaud pour le temps et a applaudi plus fort que quiconque lorsque mon nom a été appelé. Mes parents ne sont pas venus. Brandon n'est pas venu. Ma mère n'a même pas envoyé de message. Je me suis dit que ça ne faisait pas mal, mais si. Guérir ne signifie pas que vous cessez de vouloir que les personnes qui vous ont brisé deviennent soudainement meilleures. Cela signifie que vous cessez de construire votre vie autour de ce souhait. Je suis allé au collège communautaire d'abord parce que c'était abordable et assez proche pour que grand-père puisse encore me voir le week-end. Puis j'ai été transféré dans une plus grande université de l'Ohio pour le design graphique et le marketing. Je travaillais à temps partiel, demandais des bourses, apprenais à gérer un budget, et appelais grand-père tous les dimanches soirs. Il m'a appris à changer un pneu, à comparer les assurances auto, à lire un bail, à cuisiner autre chose que des nouilles au micro-ondes, et à m'éloigner des gens qui n'aimaient que la version de moi qu'il pouvait contrôler. Après l'université, j'ai trouvé un emploi dans une petite agence de marketing à Chicago. Mon premier appartement était minuscule, bruyant et trop cher, mais c'était le mien. J'avais une fenêtre qui donnait sur un autre immeuble en briques, un bureau couvert de brouillons de design, et un réfrigérateur avec la photo de grand-père dessus. Pendant 9 ans, ma mère est restée absente. Elle continuait à poster des souvenirs de famille parfaits en ligne, mais je n'y étais pas. Parfois, des proches commentaient en me posant des questions sur moi, et elle donnait des réponses vagues comme « Maya fait ses propres choses » ou « Nous lui laissons de l'espace ». Elle n'a jamais dit « J'ai laissé ma fille malade de 16 ans à Columbus et j'ai laissé mon père l'élever ». Elle n'a jamais dit « Je l'ai traitée de folle jusqu'à ce qu'elle le croie ». Elle n'a jamais dit « J'ai choisi ma fierté plutôt que mon enfant ». Grand-père m'a dit de ne pas courir après les excuses de quelqu'un qui profitait de ne jamais en donner. Alors, j'ai construit une vie sans elle. J'avais une thérapie. J'avais des médicaments. J'avais des amis qui connaissaient mon diagnostic et ne l'utilisaient pas contre moi. J'avais un travail dont j'étais fier. Et j'avais grand-père, la seule personne qui avait jamais regardé toutes mes pièces difficiles et décidé que j'étais toujours digne d'être gardé. Puis, il y a 4 mois, il est décédé paisiblement dans son sommeil. Il était vieux et une partie de moi savait que cela allait arriver. Mais le chagrin ne se soucie pas de la façon dont vous pensez être préparé. Le perdre, c'était comme perdre le premier foyer que j'avais jamais eu. J'ai pensé que ce serait la chose la plus difficile que j'aurais à affronter cette année-là. J'avais tort. Grand-père m'a tout laissé. Sa maison à Columbus, celle avec la boîte aux lettres penchée et le Porsche où ma vie d'avant s'était terminée, était entièrement payé. Il m'a aussi laissé un compte d'épargne et un petit compte d'investissement qu'il avait discrètement construit pendant des décennies. Il n'avait jamais été extravagant avec l'argent. Il découpait des coupons, réparait les choses au lieu de les remplacer, et conduisait la même voiture jusqu'à ce que le mécanicien le supplie d'arrêter. Je le taquinais à ce sujet, et il disait « Je ne suis pas radin, ma puce. Je construis des choix. » Dans son testament, il m'a laissé une note manuscrite. Utilise ceci pour construire une vie où personne ne pourra plus jamais te jeter. J'ai pleuré si fort en la lisant que l'avocat m'a donné une boîte de mouchoirs et a fait semblant de regarder son ordinateur pour que je puisse avoir de l'intimité. Je n'avais pas l'intention de vendre la maison tout de suite. Je voulais la garder un moment, peut-être y rester quelques week-ends, peut-être transformer mon ancienne chambre en un petit studio. Il me semblait faux de prendre de grandes décisions alors que le chagrin était encore lourd sur ma poitrine. 4 mois après les funérailles, par une froide soirée à Chicago, quelqu'un a sonné à mon appartement. J'attendais une livraison de nourriture, alors j'ai répondu sans réfléchir.
Une voix a dit, Maya, c'est ta mère. Tout mon corps s'est immobilisé. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des années, mais elle avait toujours le pouvoir de me tirer en arrière. J'ai regardé par la caméra du hall et je l'ai vue debout, dans un manteau de laine, les cheveux parfaitement coiffés, le visage pâle et tendu. À côté d'elle se trouvait Brandon. Pendant une seconde, je ne l'ai pas reconnu. Le frère dont je me souvenais était large d'épaules, confiant, toujours entouré de gens qui riaient de ses blagues. L'homme qui se tenait dans mon hall semblait épuisé. Ses joues étaient creuses, ses yeux ternes, et ses mains ne cessaient de bouger comme s'il ne pouvait pas se calmer. J'aurais dû les ignorer. Je le sais maintenant. Mais le chagrin ouvre d'étranges portes en vous. Je les ai laissés monter. Quand ma mère est entrée dans mon appartement, elle a regardé autour d'elle comme si elle inspectait si j'avais mieux réussi qu'elle ne s'y attendait. Elle m'a donné une étreinte raide. Je n'ai pas répondu. Brandon pouvait à peine me regarder dans les yeux. Pendant quelques minutes, elle a fait semblant que c'était une visite de famille. Elle a dit qu'elle était désolée pour grand-père. Elle a dit qu'il avait été un homme compliqué, ce qui était une chose cruelle à dire sur la personne qui avait élevé l'enfant qu'elle avait abandonné. Puis elle s'est assise sur mon canapé, a croisé les mains sur ses genoux, et a finalement dit la vérité sur la raison de sa présence. Brandon s'était blessé en jouant au football universitaire. Un mauvais tacle, une épaule déchirée, une opération, des analgésiques, une autre ordonnance, puis une autre. Au moment où quelqu'un a admis qu'il y avait un problème, il ne s'agissait plus de la douleur de la blessure. C'était une dépendance aux opioïdes. Ma mère l'a décrit comme quelque chose qui était arrivé à la famille, pas quelque chose que Brandon traversait. Elle a dit qu'ils avaient essayé des soins ambulatoires, des conseils religieux, des programmes moins chers, la supervision familiale, des promesses, des menaces, tout. Rien n'avait fonctionné. Maintenant, un médecin avait recommandé un programme de traitement résidentiel, un bon, un privé, le genre avec une supervision médicale et un soutien à long terme. Cela coûtait plus cher qu'elle ne pouvait payer. J'ai écouté tranquillement, non pas parce que j'aimais voir Brandon ainsi. Non. La dépendance est aussi un problème médical. Et je ne prétendrai jamais le contraire. En le regardant, j'ai vu une personne qui avait besoin d'une aide réelle, pas de honte. Mais j'ai aussi vu le schéma de ma mère. Quand mon cerveau avait besoin d'aide, elle me traitait de folle et me mettait dehors. Quand le corps et le cerveau de Brandon avaient besoin d'aide, elle traversait les frontières des États pour mendier de l'argent. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti des brochures, des listes de coûts imprimés, des noms d'établissements, la preuve qu'elle s'était préparée à cette conversation comme à une présentation commerciale. Puis sa voix s'est brisée et elle a dit, « S'il te plaît, Maya, sauve ton frère. » La pièce est devenue silencieuse. Des années passées à être traitées de folles nous séparaient. Le Porsche de Columbus nous séparait. Les funérailles de grand-père, où elle s'était tenue à l'arrière et était partie tôt, nous séparaient. J'ai d'abord regardé Brandon. Il avait l'air honteux, et pendant un instant, j'ai eu pitié de lui. Puis j'ai regardé ma mère et j'ai souri. Non pas parce que quelque chose était drôle, mais parce que l'univers avait une étrange façon de donner aux gens les mots exacts qu'ils méritaient. Cette folle ne comprend pas de quoi vous parlez, ai-je dit. Son visage a changé instantanément. Elle savait. Elle savait exactement ce que je lui renvoyais. Elle a commencé à pleurer plus fort et a dit que ce n'était pas le moment des vieilles rancunes. Je lui ai dit que les vieilles rancunes n'étaient pas le problème. Le problème était la vérité. J'ai dit que j'étais prête à aider Brandon, mais pas en lui donnant de l'argent liquide et pas tant qu'elle continuerait à prétendre que notre histoire familiale était un malentendu privé. Je lui ai dit que je paierais directement un centre de traitement si elle remplissait une condition. Elle devait enregistrer une vidéo et la poster dans le groupe Facebook de la famille. Dans cette vidéo, elle devait dire qu'elle avait traité sa fille de folle pour avoir un trouble bipolaire et un TDAH sévère. Elle devait dire qu'elle m'avait abandonné à 16 ans chez grand-père. Elle devait dire que grand-père ne m'avait pas volé ni monté contre elle. Il m'avait sauvé parce qu'elle avait refusé de m'éduquer. Et elle devait s'excuser auprès de lui par son nom, même s'il n'était plus en vie pour l'entendre. Ma mère m'a regardé comme si je lui avais demandé de s'immoler par le feu. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas à mentionner publiquement la dépendance de Brandon. C'était son information médicale privée. Mais si elle voulait l'argent de grand-père pour aider le fils qu'elle avait toujours choisi, elle devait arrêter de mentir sur ce qu'elle avait fait à la fille qu'elle avait jetée.
Brandon a murmuré, « Maman, peut-être fais-le simplement. » Elle a tourné la tête vers lui comme s'il l'avait trahi. Puis elle s'est tournée vers moi et a dit que j'étais cruel. J'ai dit, non, cruel est de laisser un enfant malade sur un porche et d'appeler ça de la discipline. C'est de la responsabilisation. Ils sont partis sans l'argent. Après cette nuit, ma mère est devenue exactement ce dont elle m'accusait d'être, instable, dramatique et impossible à raisonner. Elle m'a appelé 37 fois en 2 jours. Elle a laissé des messages vocaux qui commençaient par des pleurs et se terminaient par des insultes. Dans un message, elle a dit, « J'espère que tu pourras vivre avec toi-même si quelque chose arrive à ton frère. » Dans un autre, elle a dit, « Grand-père aurait honte de moi. » C'est celui qui m'a presque fait répondre parce que l'idée qu'elle l'utilise contre moi a fait trembler mes mains de colère. Mais je n'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai sauvegardé chaque message. La thérapie m'avait appris que lorsque quelqu'un essaie de réécrire la réalité, la documentation est la paix. Puis sont venues les photos. Elle a envoyé des photos de Brandon ayant l'air malade, fatigué et humilié. J'ai détesté qu'elle l'utilise ainsi. Quels que soient mes ressentiments d'enfance, je ne voulais pas que mon frère soit transformé en arme. Je lui ai envoyé un seul SMS. J'ai dit, je paierai toujours directement le centre de traitement si tu publies la vérité et t'excuses publiquement. Ne m'envoie plus de photos de lui. C'est une personne, pas une monnaie d'échange. Elle a répondu en quelques secondes. Tu es égoïste. Tu es sans cœur. Tu as toujours été brisé. C'est à ce moment-là que j'ai bloqué son numéro. Elle a commencé à m'envoyer des emails. J'ai bloqué cela aussi. Puis elle a utilisé des proches. Ma tante Carole m'a envoyé un message en premier, disant que ma mère avait dit à tout le monde que je refusais d'aider Brandon parce que je détestais la famille. Elle a dit qu'elle ne voulait pas s'impliquer, mais espérait que je ferais ce qu'il fallait. Pendant longtemps, j'ai regardé ce message et me suis senti de nouveau comme à 16 ans, debout sur le porche de grand-père pendant que les adultes décidaient quel genre de personne j'étais sans me le demander. Puis j'ai décidé que j'en avais assez de laisser ma mère posséder l'histoire. J'ai écrit un message au groupe familial. Je n'ai pas juré. Je n'ai pas exagéré. J'ai dit qu'à 16 ans, après un épisode de santé mentale à l'école, ma mère avait fait mes affaires et m'avait laissé chez grand-père à Columbus. J'ai dit que grand-père était devenu mon tuteur, m'avait trouvé des soins psychiatriques, m'avait aidé à rester à l'école et m'avait élevé quand mes parents avaient choisi de ne pas le faire. J'ai dit que j'étais prête à aider Brandon en payant directement un centre de traitement résidentiel légitime, mais seulement si ma mère reconnaissait publiquement ce qu'elle avait fait et s'excusait d'avoir menti à ce sujet pendant des années. Puis j'ai joint une photo. Ce n'était pas de Brandon. C'était une photo de grand-père et moi à ma remise de diplôme du lycée, son bras autour de mes épaules, nous souriant tous les deux comme si nous avions survécu à quelque chose ensemble. Le groupe est resté silencieux pendant presque 1 heure. Puis tante Carole a répondu, « Je me souviens que votre grand-père essayait de nous dire que quelque chose n'allait pas à l'époque. Nous aurions dû l'écouter. » Un autre cousin a écrit que ma mère avait toujours dit que j'avais choisi de partir parce que j'étais impossible à contrôler. Quelqu'un d'autre a dit, « Denise, est-ce vrai ?» Ma mère a quitté la discussion de groupe. C'était sa réponse. L'image de mère parfaite qu'elle avait protégée pendant des années s'est brisée devant tout ce qu'elle avait essayé d'impressionner. Après cela, les supplications sont devenues plus laides. 2 fois, elle a conduit de l'Ohio à Chicago et s'est présentée devant mon immeuble. La première fois, le portier m'a appelé parce qu'elle pleurait dans le hall. Je lui ai dit de ne pas la laisser monter. La deuxième fois, elle a amené Brandon, et cela m'a brisé le cœur d'une manière différente. Il se tenait derrière elle comme un fantôme pendant qu'elle exigeait que je descende. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble et j'ai envoyé un message à Brandon avant de bloquer le nouveau numéro qu'il avait utilisé. J'espère que tu recevras de l'aide, mais je ne la laisserai plus t'utiliser pour me blesser. 1 semaine plus tard, j'ai déménagé. Mon amie Nina m'a aidé à transporter des cartons dans un appartement plus petit dans un autre quartier. J'ai dit à tous les proches en qui j'avais confiance que mon adresse était privée et que quiconque la donnerait à ma mère perdrait aussi l'accès à moi. Cela peut sembler dur pour les personnes qui ont grandi dans des familles saines, mais les limites ne semblent cruelles qu'aux personnes qui bénéficiaient de votre absence de limites. Ma mère n'a jamais posté la vidéo. Elle ne s'est jamais excusée. D'après ce que j'ai entendu par des proches, elle a dû vendre son SUV et emprunter de l'argent pour que Brandon puisse intégrer un programme plus abordable.
J'espère sincèrement qu'il est resté. J'espère qu'il a trouvé des médecins qui ont traité sa dépendance comme le problème médical qu'elle est, et non comme un secret de famille honteux. Mais je sais aussi ceci. Ma mère a eu une chance d'aider son fils en disant la vérité sur sa fille. Et elle a choisi sa fierté. Ce fut la vraie fin. Non pas moi souriant à sa douleur. Non pas moi célébrant la souffrance de mon frère. La vengeance a été de voir la femme qui m'appelait folle enfin exposée comme celle qui avait construit toute sa vie sur un mensonge. J'ai gardé la maison de grand-père. J'ai gardé les économies. J'en ai utilisé une partie pour la thérapie, une partie pour un fonds d'urgence, et une partie pour construire un petit studio de design dans la maison de Columbus, au même endroit où ma mère pensait se débarrasser d'un problème. Parfois, je m'assois sur ce porche avec un café et je pense à la fille qui a pleuré là avec des sacs poubelles à ses pieds. J'aimerais pouvoir lui dire qu'un jour ce porche ne serait pas l'endroit où sa famille se terminait. Ce serait l'endroit où sa vraie vie commençait. Ce que j'ai appris, c'est ceci. La famille n'est pas seulement le sang. La famille est la personne qui reste, apprend, écoute et vous aide à porter ce qui est lourd sans en faire une insulte. Les luttes de santé mentale ne rendent pas quelqu'un indigne d'amour. Et les problèmes médicaux ne devraient jamais être utilisés comme un surnom, une blague ou une arme. Le pardon n'est pas quelque chose que les gens peuvent exiger parce qu'ils ont soudainement besoin de vous. Le respect, la responsabilisation et la vérité doivent venir en premier.